Les femmes de la joaillerie sont passionnées et cultivées, intelligentes et créatives, bosseuses et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines, un monde de travail acharné, des artisans d'art aux mains de fée aux groupes internationaux à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'impose depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se sertir une place. Et elles ont réussi, parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast Brillante, je vous fais découvrir non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joaillier au féminin en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel, pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Dans cette émission, je reçois aujourd'hui une femme brillante, Camille Weber, qui a courageusement choisi de faire renaître la maison Weber que son aïeul, le célèbre Henri Weber, avait créée et qui avait disparu. Bonjour Camille. Bonjour Anne. Je suis ravie de te recevoir au bout de mon micro. Je suis ravie également. Alors, Camille, tu t'appelais bien Camille Weber depuis le début. Ça t'a pris comment cette idée de relancer cette maison ? Écoute, en fait, l'histoire de la maison Weber, finalement, elle m'a toujours un peu accompagnée. Il faut savoir que la maison Weber a été créée en 1821, donc par mon arrière-grand-père qui s'appelait Pierre-Paul Weber. Et elle a fermé en 1982. La dernière personne, en fait, qui l'a dirigée était mon grand-oncle et mon grand-père, qui s'appelait Bernard Weber. Elle a fermé en 1982. J'étais vraiment toute petite à l'époque, donc je n'ai aucun souvenir. J'ai des souvenirs en fait à travers justement les souvenirs de mon grand-père, de mon père qui allait très souvent à la joaillerie. Donc finalement, pour moi, la joaillerie, elle était toujours un petit peu vivante au travers de leurs histoires. Et puis également parce que la maison Weber a toujours un patrimoine qui est actif puisqu'on peut admirer les bijoux Weber dans de nombreux musées. Donc à Paris, il y a le musée des arts décoratifs, le Petit Palais ou le musée d'Orsay également. Et puis, tous les ans, il y a des ventes de bijoux Weber qui partent à des prix qui sont toujours extrêmement élevés. Donc, on a toujours beaucoup parlé, en fait, de la maison Weber. Mais j'ai eu un déclic à l'âge de 16 ans lorsque ma grand-mère m'a offert un bijou Weber, comme elle le faisait, en fait, auprès de toutes ces petites filles qui atteignaient l'âge de 16 ans. Et je me souviens encore ouvrir les crins de voir le bijou qui en soi n'était pas magnifique. C'était une petite barrette de diamants, mais surtout l'émotion, de recevoir un bijou de sa grand-mère, donc la force de la transmission, et puis le fait de voir écrire son propre nom, en fait, Weber, Paris, 14 rue de la Paix. Et là, je me suis dit, quel dommage, je vais la réveiller. En fait, elle est en hibernation et je vais la réveiller, je la réveillerai un jour. À l'époque, j'avais 16 ans, donc tout ça a été très, très abstrait. Mais en fait, cette petite voix ne m'a jamais vraiment quittée. Donc ensuite, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait des études en finance, en fusion-acquisition. Et puis dernièrement, j'ai dirigé une société dans le domaine de la recherche clinique. J'ai dirigé 250 personnes. Et au bout de 3 ans, je me suis rendu compte là que j'étais prête en fait pour relancer la joaillerie. J'avais le bagage en fait pour pouvoir enfin faire revivre la maison familiale. Et donc ça, c'était il y a 1 an et demi. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est là où je me suis dit, voilà, je suis prête, tu peux relancer la joaillerie familiale. Donc, tu décides de la relancer. Génial. Tu commences par quoi ? La première chose, en fait, que j'ai faite, c'était de faire, bien évidemment, une analyse de marché. Le marché de la joaillerie est un marché qui est en croissance à double chiffre, en tout cas au niveau mondial et au niveau international. J'ai fait une analyse des concurrents, de ce qu'ils proposaient aujourd'hui en termes d'offres, et j'ai essayé de voir où est-ce que je pouvais me situer, c'est-à-dire où est-ce qu'il n'y avait pas de besoin de clients qui n'étaient satisfaits.
aujourd'hui. Sachant que moi, j'avais une idée en tête de toutes les manières qui était de proposer une joaillerie totalement différente. C'est-à-dire proposer une joaillerie qui soit responsable de l'homme et de la nature, avec de l'or recyclé et également donc, des diamants de laboratoire. Mais je voulais également une signature stylistique extrêmement forte. Donc en fait, très rapidement dans mon analyse de marché, j'ai vu qu'aujourd'hui, il n'y avait pas d'acteurs en fait, de maisons historiques qui proposaient une offre éco-responsable avec une vraie signature stylistique et qui soit également innovante. Donc j'ai vu que je répondais en fait à un besoin de marché. Aujourd'hui, si vous voulez acheter un bijou avec éthique, avec des diamants de laboratoire, de l'or recyclé, finalement l'offre, elle est assez réduite en termes d'esthétisme. Et donc, moi, je voulais pouvoir répondre à ça. Donc, déjà, j'ai fait cette analyse de marché en me disant, voilà, est-ce que mon projet est pertinent ou pas au regard de ce qui existe sur le marché? J'ai vu que mon projet était pertinent, que donc ce point-là a été validé. Et ensuite, le deuxième point, c'est que j'ai regardé bien évidemment les barrières à l'entrée. L'une des barrières à l'entrée était le fait que je ne connaissais absolument rien au domaine de la joaillerie. Ça ne m'a pas fait peur du tout parce que je me suis juste dit, voilà, il faut que je sois bien entourée et que je trouve justement un organisme ou une école qui pourrait m'aider. Et donc, j'ai contacté une école qui s'appelle l'Académie des métiers d'art, qui a un incubateur. Et c'est très amusant d'ailleurs parce que quand j'ai eu le directeur de l'Académie des métiers d'art au téléphone, je me présente, je dis bonjour, voilà, je m'appelle Camille Weber et il me dit tout de suite, ah mais Weber de la famille du joaillier, c'est amusant, j'ai une salle qui s'appelle Weber. Donc là, je me suis dit, bon, c'est l'alignement des planètes. Donc en fait, je suis allée à l'Académie des métiers d'art. Ça m'a permis de m'ouvrir en fait et de m'affranchir de beaucoup de barrières à l'entrée puisque j'ai rencontré des ateliers, j'ai rencontré des lapidaires, j'ai rencontré des sertisseurs, j'ai rencontré des designers et j'ai rencontré des personnes également qui aujourd'hui m'accompagnent dans le projet, qui sont donc Coralie de Fontenay, qui est l'ancienne présidente de Cartier France, Frédéric Denard, qui est l'ancien CEO d'Harry Winston, et Sandrine Delage, très grande directrice artistique, qui est l'ancienne directrice artistique, entre autres de Harry Winston, de Cartier et également de De Beers. Ensemble, on a décidé en fait de faire le projet et ce qui était extrêmement important pour moi, c'était qu'ils aient la même vision au niveau éthique. Je voulais vraiment proposer une joaillerie qui soit responsable de l'homme et de la nature et ils avaient exactement la même vision. Donc c'est comme ça en fait que ça s'est fait. Et ce qui est assez joli en fait dans tout ça, c'est que l'histoire de Weber, c'est une histoire familiale, mais c'est aussi une histoire de rencontre. Henri et Paul Weber, qui sont les personnes entre guillemets les plus connues de la maison, puisque la maison a été extrêmement connue durant la période Art Nouveau, donc 1895-1914, puisque la maison a gagné 4 grands prix durant cette période. Eh bien, Henri et Paul se sont toujours entourés de talents. Henri qui savait très bien peindre, qui savait extrêmement bien dessiner. Beaucoup de personnes ont travaillé pour lui. Il y a eu Lalique, il y a eu Eugène Grasset. Beaucoup d'émailleurs également ont travaillé pour eux. Donc c'était vraiment une histoire de rencontre. Et aujourd'hui, finalement, 100 ans plus tard, ça se répète. C'est-à-dire que c'est aussi une histoire de rencontre. Et on est épaulé par des grands experts du secteur de la joaillerie. Alors, je comprends bien cette idée d'être dans l'air du temps, en plein pied dans la société. Comment on fait, quand on a une idée comme ça précurseur, pour garder l'ADN Weber avec cette version nouvelle que tu avais de l'esprit de ta joaillerie? Nous, ce qu'on voulait, c'était garder vraiment les racines de la maison, qui sont notamment toute l'inspiration de la faune, de la flore et de la femme, qui étaient les thématiques de prédilection de l'Art Nouveau. Donc on a tiré vraiment nos racines artistiques de la période Art Nouveau, autour de la faune, de la flore et également de la femme. Et on a voulu vraiment faire un écho à la période Art Nouveau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la période Art Nouveau a été une période qui a vraiment secoué en fait le secteur de la joaillerie. Pourquoi ? Parce qu'on a proposé des nouveaux matériaux qui n'avaient jamais été utilisés en joaillerie. On a utilisé de l'émail, du verre, de l'ivoire. On parlait de bijoux d'art, en fait. On n'achetait plus un bijou pour le carat, la taille de ces pierres précieuses, mais on l'achetait parce que c'était une œuvre d'art. Et 100 ans après, c'est également ce qu'on a voulu faire, mais version bien évidemment 21e siècle.
C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on propose également un luxe nouveau. Des produits qui soient responsables de l'homme et de la nature, où on valorise le génie humain, aussi bien à travers l'utilisation de techniques ancestrales telles que l'émail, qu'à travers un savoir-faire, le travail des artisans en France, parce qu'on est 100% fabriqué en France, ou à travers l'utilisation du diamant de laboratoire. Donc c'est vraiment la valorisation du génie humain de toutes ses facettes en fait. Dis-moi Camille, est-ce que tu peux pour nos auditeurs décrire par exemple une pièce particulière afin de faire comprendre la transmutation, si je peux dire, que tu as fait entre la pièce de la Maison Weber d'hier et la pièce de la Maison Weber que tu es en train de recréer. Alors tout ce travail magnifique, il a été fait par Sandrine Delage, qui est la directrice artistique. Donc je vais lui laisser la parole. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors explique-moi comment tu passes d'une pièce d'hier à une pièce d'aujourd'hui en respectant l'ADN. Eh bien, tout simplement, je m'inspire de tout ce qui a pu inspirer la création de cette pièce et non pas simplement la pièce en tant que telle. Pourquoi cette pièce est née? Pourquoi la femme a été au centre? Pourquoi cette couleur? Pourquoi l'utilisation de l'émail? Pourquoi des lignes assez sinueuses? C'est ça qui m'a inspirée en fait. Et donc, je l'ai retransposé avec notre langage d'aujourd'hui, avec notre vision de femme d'aujourd'hui. J'ai recréé cette femme qui est une créature parce que quand vous regardez la pièce Sylvia d'Henri Weber, qui était une pièce, un pendentif tout en émail qui représente une femme papillon, une femme très gracieuse, tout en couleur, mais qui a des ailes qui s'envolent, qui est une nouvelle femme par rapport... donc, elle a été créée, il faut s'en souvenir, au début du XXe siècle. L'Art Nouveau, c'était le début, c'était les années 20, il y a exactement un siècle, et c'était une femme complètement transfigurée par rapport à ce que la femme pouvait être au XIXe siècle. Et c'est exactement ce que moi, j'ai voulu refaire 100 ans plus tard avec notre impératrice, qui est également pas une broche, mais un grand pendentif. Un sautoir en fait qui se porte très bas sur le torse, et là aussi j'ai recréé une femme qui est une créature qui elle aussi a des ailes, que j'ai projetée dans un environnement un peu plus science-fictionnel. Je me suis inspirée de tout un imaginaire emprunté à la science-fiction. J'aime bien me référer à Avatar, au lien des personnages et de l'humain avec la nature, les couleurs d'Avatar, ce côté très lumineux, très bleu. Voilà, donc ma pièce, elle aussi, est créée avec de l'émail et de la technique qu'on appelle pliqué à jour. J'utilise les mêmes teintes dans les bleus-verts, je le mélange à la perle pour donner de la souplesse, de la délicatesse, de la féminité, de la sensualité. Et je sertis de diamants tout le contour de cette femme, ça la pressurise, tout comme Sylvia était sertie de diamants elle aussi il y a 100 ans. Mais alors, dans cette pièce d'il y a 100 ans, qui est parfaitement typique de cette époque, la femme que l'on voit, elle est chapeautée, elle a un buste, puisqu'à l'époque on avait des bustes corsetés, le début de ses ailes se irradie derrière elle, qui est en plique à jour, puis après, les ailes et la jupe se confondent comme les robes de soirée qu'on avait de l'époque. Alors, vous, il y a beaucoup plus de liberté dans cette transcription, puisque la jupe bouge. Oui, déjà, elle est moins habillée qu'à l'époque. Elle est beaucoup plus libre. Elle n'a pas de corset. Sa poitrine est apparente, enfin, à moitié apparente. Elle est cachée par ses boucles d'oreilles, des longues boucles d'oreilles qui tombent devant elle, donc qui apportent quand même une certaine pudeur. Pour autant, elle est encore plus libre. Elle est d'autant plus rattachée à la nature qu'elle n'a pas besoin d'artifice vestimentaire. Ses ailes sont effectivement beaucoup plus déployées que Sylvia parce que son envol est d'autant plus important, parce qu'elle a cette liberté, parce qu'elle est aux commandes d'elle-même. Elle n'a pas peur. Elle est également coiffée. Sa coiffe prend moins de place. C'est plus une couronne, encore une fois, d'impératrice, mais de régnante, mais qui pour autant, elle règne. Elle a le signe de cet attribut, mais pas de façon ostentatoire non plus. Elle n'en a pas besoin. Et sa jupe, qui est donc faite de perles, qui est finalement représentée de façon beaucoup plus abstraite que ne l'était Sylvia, qui a une vraie jupe toute d'or, jaune. Chez nous, notre impératrice est faite de cette jupe qui est un tassel, un frangé de perles, qui bouge au gré du mouvement de la femme qui la porte. Dans l'attache, il y a aussi tout un travail de liberté, parce que Sylvia, elle est effectivement tenue par une bélière, ce qui donne une rigidité, puisque du coup, ça donne un bijou à l'aplomb,
Alors que vous, il y a un travail d'attachement. Elle est suspendue. La nôtre est suspendue. Elle est suspendue à un sautoir de perles qui se croise un petit peu plus haut et qui effectivement offre beaucoup de mouvements, beaucoup de liberté à ce sautoir. Et après, il y a aussi, en termes de parallèle, Sylvia, évidemment, avec le plique à jour, il y a ce côté un peu opalescent, un peu bleu, alors que vous, tout est dans la nuance entre le blanc, le bleu, l'iridescent. Sylvia était extrêmement nuancée aussi et extrêmement raffinée aussi. C'est vrai que les couleurs sont plus franches, les notes sont plus aériennes. Elles donnent vraiment la sensation, encore une fois, il faut imaginer cette impératrice, reine de l'univers. Elle s'échappe dans le ciel. Notre showroom est dans le ciel. Nos lumières sont celles du ciel, de la lumière, d'un nouvel éclat. Et c'est véritablement ce qu'elle représente. Elle représente l'éclat d'un nouveau monde et la brillance de cette femme et la brillance de cette femme qui s'exprime de nos jours. Et qui est un bleu aussi tout en douceur. Entre le bleu, comment vous le caractérisez, ce bleu? C'est un camailleux en fait qu'on a mis longtemps à définir et à travailler avec notre extraordinaire émailleuse. C'est un bleu qui joue entre le bleu, le vert, qui du coup a certaines iridescences de jaune, de lumière, comme si un rayon de soleil passait à travers. C'est le nôtre, c'est notre bleu, c'est un bleu-vert, gris, ciel. Donc votre émailleuse a interprété, c'est-à-dire, si je me souviens bien, c'est Sandrine Tessier, absolument, la meilleure ouvrière de France en émail. Absolument, une personne extraordinaire, une véritable artiste. Je n'avais jamais vu quelqu'un travailler l'émail comme elle. Elle a réussi la prouesse technique. Elle nous offre de mettre son talent au service de cette pièce et aujourd'hui sont des talents rares, effectivement, sur des pièces qui sont appliquées à des pièces encore plus rares, parce qu'il est aujourd'hui très rare dans le monde de la haute joaillerie d'utiliser et de continuer à travailler ce matériau, parce qu'il est très difficile, parce qu'il est fragile aussi, parce qu'il prend du temps. Donc on a eu la chance d'avoir Sandrine qui a embrassé ce projet avec autant de passion que nous, qui a réussi la prouesse technique d'appliquer cette technique de pliquer à jour à des designs en courbe. À l'époque de l'Art Nouveau, et d'autant plus les siècles précédents, cette technique était appliquée à des pièces plates. Voilà. Et ça n'avait jamais été réalisé sur des motifs en volume et en courbe, en 3 dimensions. C'est une véritable prouesse, absolument. Donc c'est pour ça que c'est la masterpiece. Oui. Et donc vous l'avez appelée Sylvia aussi? Non, nous l'avons appelée l'impératrice. Sylvia reste Sylvia. Sylvia est unique. Notre impératrice est unique aussi. L'impératrice est la descendante de Sylvia. Merci beaucoup Sandrine pour cet éclaircissement technique et décoratif. Camille, si on reprend le cours de l'entretien, toute cette aventure, c'est une aventure de famille. Donc, est-ce que tu es toute seule ou est-ce que du coup, toute ta famille t'a suivi en disant « tiens, c'est vrai, nous aussi, on s'appelle Weber et hop, on va participer à l'entreprise ». Alors, mon frère jumeau m'accompagne dans ce projet. Moi, je suis présidente et lui, il est directeur général. Et ensuite, j'ai ma famille, les restes de ma famille qui me soutiennent totalement dans ce projet. Ils sont ravis du relancement de la maison familiale, mais ils n'ont pas de rôle opérationnel en tant que tel dans la maison. Et du coup, l'objectif, c'est demain, vous serez le prochain Millerio pour 300 ans. Exactement. Non, mais moi, je pars du principe en fait que la maison, elle a été en hibernation et qu'elle demandait juste à être réveillée. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, là, en 2021. On la réveille. Mais l'idée, c'est bien évidemment que dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, dans 400 ans, Weber soit toujours là. Donc, tu te dis, tiens, je vais relancer la maison Weber, super. Et puis, boum, le Covid. Moi, ça n'a pas vraiment eu d'impact, en fait. Pourquoi ? Parce que pour, de la manière, lancer une société et relancer une maison de joaillerie, il y a quand même beaucoup de temps de préparation. Et finalement, ce temps de préparation et de développement et de production, il a eu lieu, en fait, pendant le Covid. Donc, de toutes les manières, en termes de lancement, c'est vrai que moi, je tablais sur un lancement plutôt en juillet 2021. Donc, ça n'a pas eu d'impact pour moi. En revanche, ça a totalement conforté ma thèse et l'offre que je proposais, qui est donc une offre éco-responsable, où le Covid a quand même accentué le fait que aujourd'hui, des clients, des personnes veulent consommer, veulent acheter de façon différente, veulent qu'il y ait un sens également dans leur acte d'achat. Et donc, c'est vrai que tout ça, ça a conforté finalement notre offre. Ça a également conforté notre business model, qui est sur un business model très digital, avec un showroom où on peut bien évidemment acheter des bijoux sur rendez-vous. Donc, j'ai envie de dire, le Covid
à, quelque part, corroborer un peu toute notre thèse et également tout notre projet. Et puis la manière aussi de distribuer, puisque tu viens de dire, Voilà. le choix, c'est celui d'un showroom, pas un magasin. Bon, on est quand même 9 rue de la Paix, d'accord. Donc tu as quand même choisi l'adresse un peu mythique. Mais c'est un showroom, c'est pas un magasin. Et sinon, comment tu penses te distribuer ? Alors, nous, on est vraiment sur un business model en termes de distribution avec un achat en ligne et une conversion en showroom. C'est-à-dire que les personnes pourront sans aucun problème acheter en ligne et recevront leurs bijoux. Sinon, peuvent prendre rendez-vous en fait via le site internet, rendez-vous au showroom. Et là, en effet, on leur montrera les bijoux et ils pourront acheter leurs bijoux. On reste sur ce business model-là. On est également sur un business model sans stock avec une production à la commande. Donc pour les pièces de joaillerie, vous faites votre commande sur internet ou au showroom. Et 3 semaines après, en fait, vous avez également votre produit. Donc je suppose que tu as aussi fait super attention dans cette idée de commercialisation à l'emballage, les écrins, parce que ça aussi c'est un défi. Oui, tout à fait. Nous, on est entreprise à mission. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Nous sommes la première entreprise à mission dans le secteur de la joaillerie. Et on fait partie, d'ailleurs, on est membre de la communauté des entreprises à mission. Notre raison d'être, c'est d'être une maison qui propose une joaillerie toujours plus responsable de l'homme et de la nature. Et on a un certain nombre d'objectifs environnementaux, sociétaux et également territoriaux. Donc 100% fabriqués en France. No mining, donc on n'utilise pas de pierre de mine, on n'utilise que de l'or recyclé ou du diamant de laboratoire ou de l'émail ou des pierres qu'on peut substituer ou des matériaux qu'on peut substituer à des pierres qui viennent de la mine. Et également sociétaux, puisque, comme je vous l'ai dit, la femme est au centre de la création. On veut lui rendre honneur également. Donc, on va également supporter et s'engager auprès d'un certain nombre d'associations féminines. Et donc, forcément, on a dû penser à toute la chaîne de valeur pour pouvoir justement respecter notre raison d'être, et on est audité. Et concernant le packaging, on a donc un packaging qui est fabriqué en France, donc 100% fabriqué en France, et également éco-responsable. Le papier qui est utilisé, c'est du papier qui est recyclable FSC, qui respecte justement un certain nombre de cahiers des charges. La soie qui est utilisée dans nos écrins est une soie qui provient en fait de chutes de tissus de maisons de haute couture. Donc l'écrin est fabriqué par l'atelier Dreyec, qui est un petit atelier artisanal juste à côté de Paris. Dans toutes les pièces que tu as fabriquées, est-ce que tu en as une qui est particulièrement chère à ton cœur et pourquoi ? En fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans tous les bijoux qui ont été dessinés et pensés par Sandrine Delage, c'est le fait que même nos bijoux Access Joaillerie sont façonnés avec la plus grande exigence, la plus grande qualité dans le souci du détail. Donc c'est vrai qu'on a des pièces qui sont entre guillemets plus simples, mais qui sont vraiment très belles, avec une vraie histoire toujours autour du végétal. On a une collection qui s'appelle Elixir, avec des prix qui commencent à 600 €, où on est tout en rondeur, donc ça rappelle les courbes de l'Art Nouveau. On a ces lianes en fait qui entourent votre doigt ou votre bracelet, et on a un certi qui a été créé, qui est un certi Weber à 5 griffes, qui représente en fait le calice d'une fleur. Et ça, je trouve que ces pièces, elles sont vraiment très belles parce que elles sont totalement pensées, totalement cohérentes dans l'univers artistique, et il y a un vrai lien également avec les plus grosses pièces qu'on propose en haute joaillerie. Et finalement, une personne qui va acheter un bijou Weber, que ce soit un bijou à 1 000 € ou un bijou à 300 000 €, eh bien, aura quand même tout ce souci du détail et de la créativité au niveau justement de ce bijou. Alors, mes pièces que j'adore, c'est les bagues Elixir Végétal Talisman, qui sont des petites bagues ouvertes, magnifiques, tout en rondeur, comme une petite liane en fait, qui encercle votre doigt, avec la griffe Weber qui est très particulière, qu'on peut empiler. Et je trouve vraiment très jolie et très belle, et qui font vraiment beaucoup d'effet. Si maintenant tu devais donner un conseil à une jeune femme qui, comme toi, a un nom d'un joaillier, qui se dirait tiens, moi aussi, je vais faire renaître ma maison, la maison de mes aïeux, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je lui dirais, avant de se lancer,
plusieurs choses. Déjà, essayer de comprendre pourquoi est-ce que la maison de ses aïeux s'est éteinte, pour pas refaire les mêmes erreurs. Essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que la maison de ses aïeux a été un succès, quel était l'ADN en fait de la maison, de la marque, et finalement de proposer, de toujours respecter cet ADN et les valeurs de la marque, sauf que ça doit être retranscrit au XXIe siècle. De faire bien sûr une analyse de marché, parce que l'idée c'est essayer quand même de proposer quelque chose qui soit rentable et proposer quelque chose qui n'existe pas forcément ou qui soit complémentaire. Et en tout cas, il faut qu'il y ait une demande qui soit en face. Et si elle ne provient pas du secteur, d'être entourée de professionnels du secteur. Parce que j'ai beaucoup de bon sens, j'ai énormément d'énergie, je dirige une société, etc. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas forcément inventer. Et c'est pour ça que c'est quand même très important d'être bien entouré par des personnes du secteur. Et moi, l'une des personnes, entre autres, il y en a plusieurs, mais clés dans le projet, c'est la directrice artistique. C'est Sandrine Delage. Parce que c'est grâce, en fait, à Sandrine qu'aujourd'hui, on peut proposer des bijoux magnifiques qui soient du même niveau qu'était le Grand Weber. Et je pense que c'est ça le challenge aujourd'hui, quand on veut faire revivre une belle endormie comme ça. C'est ce que je dirais à cette jeune fille, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui a fait le succès de ta maison familiale et qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui pour être au même niveau version 21e siècle. Et aujourd'hui, je suis hyper fière parce que toute cette collection, pour moi, c'est du Grand Weber. C'est vraiment du Grand Weber. Et je sais que Henri et Paul Weber, voilà, mes aïeux, mon arrière-arrière-grand-père, mon arrière-arrière-grand-oncle, ils seraient hyper fiers, en fait, de cette collection. Et je sais que Henri Weber, typiquement, il aurait pu s'entourer d'une Sandrine Delage, comme il l'a fait avec Lalique, pour lui dessiner toute la collection. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Maintenant que tu viens de lancer cette belle maison, ou la relancer, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Que ça marche, voilà. J'ai envie, en fait, que cette initiative touche les personnes, que cet univers artistique qui est très différent de ce qu'on peut trouver aujourd'hui touche les personnes. Et également, j'ai envie d'un petit peu secouer le milieu de la joaillerie. Voilà, de faire en sorte que les maisons de joaillerie historiques continuent à se pencher sur l'éco-responsabilité et la responsabilité qu'on a, nous, en fait, en tant qu'entreprise, en tant que fabricant, en tant que détaillant, de proposer des bijoux et d'être certain de savoir d'où viennent les matériaux qu'on propose, de quelle façon est-ce que ça a été fabriqué. Je te souhaite un immense succès. À bientôt, Camille. Un grand merci. À bientôt. Merci d'avoir écouté Brillante. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Camille Weber sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix au bijou chaque dimanche en alternance sur un de mes 3 podcasts. Dimanche prochain, je vous retrouve sur le podcast Le bijou comme un bisou. Et la semaine suivante, ce sera un nouvel épisode du podcast Il était une fois le bijou consacré aux joailliers du rap. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces 3 podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube. Et encouragez-moi en likant, en mettant des commentaires et en partageant. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. Et si vous aussi, vous avez envie de donner une voix à vos bijoux, contactez-moi. Je me ferai un plaisir de vous accompagner pour créer votre histoire joaillère en podcast. Je vous souhaite une semaine brillante. À dimanche prochain et en attendant, soyez brillants.